heureux de vous retrouver pour faire le bilan de l'élection législative 2017 chez nous, donc au Sénégal. Donc, comme vous l'aviez souhaité, je vous ai confirmé ma disponibilité à repasser en revue tout ce processus-là, le processus électoral. Il est important tout d'abord de se rappeler que c'est un processus en trois phases majeures. Il y a une première phase que l'on appelle la phase préélectorale, ce qui s'étale sur une certaine période, généralement bien avant l'élection législative. Ou pour la présidentielle, c'est pareil. Pour les municipales aussi ou locales, c'est pareil. Il y a toujours une période pendant laquelle les acteurs politiques se réunissent autour d'une table pour discuter des conditions de l'organisation de la prochaine électorale en revoyant un peu le code électoral, voir ce qui n'avait pas marché lors de la dernière élection et voir éventuellement de nouvelles règles à intégrer pour améliorer le système électoral. Voilà. Donc cette phase-là, c'est ce que l'on appelle la phase préélectorale. Il y a aussi une seconde phase qui est la phase que tout le monde connaît, ce que tout le monde voit. Comme on dit, c'est le processus, c'est le vote lui-même. Le vote lui-même, c'est la deuxième phase majeure qui a lieu en une journée de 24 heures, généralement un dimanche, ce n'est même pas généralement, c'est obligatoirement un dimanche, c'est ce que prévoit le code électoral, et cela sur tout l'étendue du territoire en même temps et aussi le même jour, même dans la diaspora qui commence maintenant à participer à ce processus électoral-là depuis 1993. Donc ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, elle a lieu aussi après la publication des résultats, c'est-à-dire au lendemain de l'élection législative, présidentielle ou municipale. Donc, au lendemain de cette deuxième phase-là, s'ouvre une période qui s'appelle la troisième phase de l'opération électorale, qui est la période au cours de laquelle on arrive d'abord à la publication des résultats provisoires, puis les recours éventuels qui sont formulés et l'examen de ces recours par le Conseil constitutionnel qui, en définitive, rend les résultats définitifs. Donc, pour aujourd'hui, voilà ce que je vous propose de faire. On va examiner donc ces trois phases que je viens d'énumérer. La première phase, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à recevoir les différents acteurs du processus électoral autour, généralement, du ministre de l'Intérieur ou, à une certaine époque, du ministre chargé des élections, qui se réunissent pour évoquer toutes les questions qui pourraient permettre aux Sénégalais, où qu'ils soient, à l'intérieur du pays comme dans la diaspora, de pouvoir participer à cette élection-là en exprimant leurs droits civiques. À cette occasion, donc tout ce qui a pu être perçu comme des écueils ou tout ce qui peut être une amélioration est posé sur la table pour que les acteurs politiques en discutent. Il faut reconnaître, Pape Biram, que c'est une étape au cours de laquelle, par exemple, on note très généralement beaucoup de divergences. Parce qu'il y a, par exemple, des acteurs politiques qui peuvent envisager des nouveautés, des réformes à apporter, et le gouvernement, dans certains cas, hésite à adopter ces nouveautés en évoquant des questions de coût, par exemple, des questions de temps et d'autres questions aussi qui entrent en ligne de compte, qui font que très souvent, les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dès la première rencontre. Ça, c'est le constat général. Depuis 1991 que je commence à m'intéresser un peu à ce processus, c'est le constat que j'ai pu faire. À la suite de ça, et malgré tout, les acteurs politiques arrivent toujours à se mettre d'accord sur ce que l'on peut considérer comme étant l'essentiel. Un, c'est ce qu'ils appellent le calendrier électoral. À quelle date devra se tenir l'élection? La définition de cette date est extrêmement importante parce qu'elle permet, en fait, de pouvoir établir un échéancier par rapport à un certain nombre de choses. À quelle date devra avoir l'élection, par exemple législative de 2017?
Quand on dit le 30 juillet, ça voudrait dire que maintenant on commence par une cascade à fixer d'autres dates. Parce que le code électoral indique un nombre de jours en deçà duquel il n'est pas possible de présenter une liste et au-delà de laquelle on est forclos pour présenter une liste. Par exemple, on vous dit que les listes de candidats, les coalitions et les partis politiques ou les candidats indépendants peuvent déposer des listes à telle période. À partir de l'indication de la date, on a déjà une indication. Donc, aussi, les acteurs politiques se mettent aussi d'accord sur les conditions, par exemple, de tenue de ce scrutin. Ils se posent des questions, notamment pour ce qui concerne les bulletins de vote. Il y a une grande inconnue. Cette inconnue-là, cette fois-ci, nous en avons pris, excusez-moi du terme, plein la gueule, avec 47 listes qui ont été quand même validées pour participer à cette élection législative qui est en train de se poursuivre dans cette période-là. Actuellement, on se trouve dans la troisième phase que l'on évoquera toujours. Toujours dans cette partie préélectorale, donc il y a les manifestations d'intention pour la tenue de bonnes élections, de l'autorité en charge de l'organisation de cette élection chez nous au Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur actuellement qui est en charge de cela, qui organise la période de recensement, qui informe les gouverneurs, les préfets, les consuls et les ambassades pour l'étranger, qui eux se chargent d'organiser le processus d'inscription, de réinscription sur les listes électorales. Pour ce qui concerne 2017, nous avons été confrontés à une situation où les acteurs politiques avaient décidé d'une refonte du fichier électoral. C'est un fait majeur. Dans le fichier ancien, il y avait plus de 4 millions d'électeurs inscrits et il y avait un nombre environ de plus d'1 million d'électeurs qui ne votaient jamais, qu'on ne voyait jamais. Et on parlait de stock mort. Il était donc question de vouloir purger le fichier de tous ces électeurs inscrits qui, depuis bien des années, n'ont jamais pris part au vote, ce qui constituait quand même un problème. On en était arrivé à se demander si c'était véritablement des électeurs effectifs ou si ce n'était pas vraiment des gens inscrits comme ça, sans pour autant qu'on puisse les voir en réel. C'est pourquoi on parle d'électeurs fictifs. Donc, à partir de ce moment-là, les acteurs politiques, aussi bien ceux du pouvoir que ceux de l'opposition, se sont mis d'accord pour dire qu'ils vont reprendre le fichier, d'où l'expression de la refonte. La refonte du fichier a consisté à dire qu'on va laisser carrément le fichier ancien qui était là, qui faisait un peu plus de 4 millions d'électeurs, pour reconstituer un autre fichier. Mais il y a eu un compromis qui a été trouvé entre les acteurs qui se sont mis d'accord pour dire, mais si maintenant, en ouvrant une période de réinscription et en décidant de nous passer de l'autre fichier, si on arrive à un fichier qui est moins important que l'autre, qu'est-ce qu'on ferait? Et la réponse a été bien entendu de voir, d'examiner la possibilité de faire un mix des deux fichiers, ceux qui seraient dans l'autre fichier et qui ne seraient pas dans le nouveau, comment faire pour que tous les deux puissent intervenir, ce qui était quand même une situation un peu difficile à gérer à mon sens. Mais malgré tout, quand c'est politique, les acteurs arrivent toujours à trouver des solutions que le commun des mortels peut, dans certains cas, ne pas comprendre. Bref, en tout cas pour dire qu'ils se sont mis d'accord pour dire que le fichier va être refonte et qu'il allait être repris. Fort heureusement pour nous, quand le fichier a été repris, nous nous sommes retrouvés sur ce nouveau fichier-là à être un peu plus de 6 millions d'électeurs inscrits. Donc, il y a quand même un bond en avant assez significatif de l'ordre quasiment de 2 millions d'électeurs nouveaux, ce qui est extraordinaire quand même. La grande difficulté dans cette phase-là a été la phase de distribution, qui est la troisième phase. Une fois que les électeurs sont inscrits, on leur produit ce qu'on appelle une carte d'électeur. La carte d'électeur, c'est la carte qui permet donc aux citoyens majeurs de pouvoir voter en présentant cette carte-là et une pièce d'identité. Mais cette fois-ci, le gouvernement sénégalais avait décidé de créer une carte d'identité suite à une directive de la CEDEAO qui a proposé une pièce qui faisait du 3 en 1.
La même pièce sert de carte d'électeur, elle sert de carte d'identité et elle permet de voyager aussi au sein de l'espace UEMOA. Donc, à mon avis, cet argument-là aussi a permis d'augmenter le nombre d'électeurs inscrits parce que le passeport a un coût et il n'est pas à la portée de tout le monde. Et ceux qui envisagent de voyager, ne serait-ce que dans cet espace-là, ont dû se dire, ben, tiens, c'est une bonne occasion pour se procurer d'un document de voyage. Donc voilà, pour résumer en tout cas la phase préélectorale, qui consistait donc à se mettre d'accord pour élaborer un certain nombre de documents, notamment un nouveau fichier électoral, un nouveau calendrier électoral, également de nouvelles pièces qui permettent de pouvoir voter. À une certaine époque, c'était à la fois le cumul entre une carte d'électeur et une pièce d'identité qui permettait de voter. Carte d'identité, passeport, permis de conduire à une certaine époque. Puis, cette fois-ci, on a dit que ce sera en une seule pièce qui vous permet de vous identifier, de pouvoir voter et éventuellement de vous en servir pour voyager dans l'espace UEMOA. Donc, pour cette phase préélectorale, à la suite de cela maintenant, la conclusion de cette phase, c'est le recensement des volontés, des intentions de participer au scrutin. J'appelle cela intention de participer au scrutin parce qu'il s'agit là aussi de faire application du code électoral qui permet aux partis ou aux coalitions de partis de présenter des listes. Le code électoral permet aussi à des Sénégalais majeurs, jouissant de leurs droits civiques, de pouvoir se présenter à une élection en montant des listes de candidatures indépendantes qui cherchent à rassembler un certain suffrage des électeurs. Donc, ce sont des signatures que ces candidats vont chercher à travers le pays à raison d'un certain nombre de signatures par région. Voilà. Donc, une fois que ces signatures sont obtenues, les candidatures sont déposées et donc il y a une publication c'est déposé au ministère de l'Intérieur. Donc, et après, il y a une publication des listes de candidats qui sont acceptés. La deuxième phase, c'est la phase qui est la plus connue. C'est la phase qui focalise le plus d'intérêt. C'est la phase qui concerne le scrutin lui-même, le vote. Donc, comme on l'a vu, elle est précédée par une phase, j'allais dire, de négociation qui généralement entraîne de petites réformes ou des aménagements à faire sur le code électoral. Et à la suite de cela, on en arrive maintenant, après un processus, après les inscriptions sur les listes électorales, après les déclarations de candidature, puis la publication des listes de candidats retenus, on en arrive au final au scrutin lui-même. Le scrutin, il faut dire qu'il est précédé par une phase que l'on appelle la phase de campagne électorale. La campagne électorale, c'est ce que j'explique très souvent comme étant une phase de proposition d'un projet électoral. C'est aussi, comme je le dis très souvent, une démarche commerciale. L'acteur politique propose son projet politique comme étant un produit qu'il définit, qu'il explique aux populations. En s'adressant à des cibles particulières, par exemple, l'acteur politique peut décider de s'adresser à des syndicalistes parce qu'aujourd'hui, il veut leur parler, par exemple, du problème de l'éducation. Il estime que si les syndicalistes comprennent bien son projet politique, ils peuvent être porteurs, voire même un relais de l'idée qu'il défend. Il peut aussi s'adresser à une autre cible qui peut être les femmes, qui sont de grands électeurs. Il peut aussi s'adresser à une autre cible, telle que les jeunes, par exemple. Globalement, c'est un produit que l'acteur politique, ou un projet en tout cas, que l'acteur politique présente soit à des catégories, soit à des groupements, ou tout simplement de manière libre qu'il déroule pendant une certaine période. Cette période du scrutin, qui est donc précédée par cette campagne électorale, le code électoral limite cette campagne électorale dans le temps. Elle est de 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines, et elle s'arrête à l'avant-veille du scrutin, c'est-à-dire le dernier vendredi avant le scrutin. Il y a un samedi pendant lequel c'est un battement, et c'est le surlendemain dimanche que les gens vont maintenant s'orienter vers les bureaux de vote et effectuer leur opération de vote. Pour ce qui concerne
toujours ce scrutin. Le code électoral prévoit que ça dure une journée. Mais ça ne veut pas dire qu'on va commencer à voter de 0h à 23h59 le lendemain. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de voter dans cette plage horaire de 0h à 23h59 sur tout l'étendue du territoire et sur tout l'étendue du globe, j'allais dire, parce que même les Sénégalais à la diaspora doivent se conformer de manière stricte à cette prévision électorale. À partir de ce moment-là, le ministère de l'Intérieur ou le ministère chargé des élections, comme ce fut le cas dans un passé récent, s'organisent pour que tout le matériel électoral, il y a un matériel dont on a besoin, les urnes, les bulletins de vote, les feuilles d'émargement, les listes électorales, que tout cela parvienne à tous les lieux de vote. Dans chaque lieu de vote, on peut se retrouver avec soit un seul bureau de vote, comme on peut se retrouver aussi avec plusieurs autres bureaux de vote. Si vous prenez le cas de Paris, de la région parisienne, de la France en tout cas où nous vivons, vous savez qu'il y a plusieurs lieux de vote. À Paris, au Havre, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, à Montpellier et j'en passe, à Lyon aussi. Et dans chaque lieu, selon l'importance démographique de la population, il y a un certain nombre de bureaux de vote qui sont ouverts. À Paris, par exemple, c'est plus de 60. Dans certains autres endroits, tels que Montpellier, Nice et autres, c'est un seul bureau de vote qui accueille toute la population qui vient voter et part. Donc, le scrutin lui-même n'y prend part que celui qui est inscrit. Ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ne peuvent pas y prendre part. Ceux qui sont inscrits sur les listes électorales et qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur ne pourront pas y prendre part, normalement. Ceux qui sont inscrits sur les listes électorales et qui sont rattrapés par une peine quelconque, une condamnation quelconque, ils ne peuvent pas non plus participer à ce scrutin. Donc bref, ça c'est l'explication pour expliquer un peu comment la chose se passe. Mais il faut noter que pour cette fois-ci, quand même, l'élection de cette année a comporté beaucoup de difficultés. Des difficultés de tous ordres. Déjà, pour l'inscription, ça a été extrêmement difficile pour certains. Le retrait des cartes, ça a été extrêmement difficile. Le principe de cette deuxième phase-là, c'est que j'ai déjà ma carte d'électeur et ma carte d'identité, ou les deux en un, dans ma poche déjà. Ce jour-là, il n'y a pas d'opération de retrait. Il ne devrait pas y avoir d'opération de retrait. On vient, on vote et on s'en va. Mais le constat, il est qu'il y a très souvent des retards venant de la part de l'administration ou du Sénégalais qui aime bien venir à la dernière heure. Hein, ça, c'est quand même un défaut chez nous. Nous aimons bien faire les choses à la dernière minute, dans la bousculade, dans l'engueulade. Et ça, ce sont des choses qui, si nous arrivons à les éviter, elles nous permettront de gagner en efficacité. Voilà, donc ça aussi, c'est un problème. Le jour du scrutin, en principe, on n'est là que pour voter et rien d'autre. On vote et on part. Malheureusement, pour cette élection, le gouvernement nous proposait donc à la fois de retirer notre carte d'électeur pour ceux qui ne l'avaient pas auparavant et de pouvoir voter le même jour. Et on sait que ça engendre beaucoup de lourdeur et beaucoup d'autres difficultés. Alors, une fois qu'on a retiré son bulletin, sa carte d'électeur et qu'on a pu voter, il y a donc maintenant le décompte du suffrage. Le décompte du suffrage, il a lieu dans un premier temps, comme on le dit, à la sortie des urnes, les bulletins sortis des urnes. Un décompte qui est fait bureau par bureau. Et dans chaque bureau de vote, on compte le nombre d'électeurs ayant effectivement effectué leur vote, que l'on compare à ceux qui étaient effectivement inscrits. C'est pourquoi on parle de nombre d'électeurs inscrits. On donne, par exemple, pour un bureau de vote, en général, c'est 600 électeurs. Nombre de votants, on donne, par exemple, 400 électeurs inscrits. Nombre de bulletins nuls, on dit 3 bulletins nuls. On se retrouve avec donc 397 votes valablement exprimés. Et on décompte. Liste 1, temps. Liste 2, temps. Liste 3, temps. Voilà comment se déroule le scrutin lui-même. Ça, c'est bureau par bureau. Le président du bureau de vote communique son résultat, transmet le procès-verbal de son bureau au président du centre de vote. Et ce président de centre de vote cumule les résultats venus des différents bureaux de vote et publie un résultat du centre de vote. Par exemple, pour dire qu'à Paris, telle liste a tel score, telle autre liste a tel autre score, telle autre liste a tel autre score.
Et leur rôle s'arrête là. Il s'agissait de recevoir les gens, de leur permettre de voter et de publier les résultats qui sont sortis des urnes comme étant un résultat provisoire. Ces résultats sont communiqués maintenant à la Cour d'appel. C'est la Cour d'appel qui, au niveau de chaque département, publie les résultats qui sont encore provisoires. Ces résultats provisoires-là peuvent maintenant faire l'objet d'une attaque. On peut attaquer ces résultats-là parce qu'on n'est pas d'accord. Là, par exemple, en l'espèce, pour cette élection que l'on vient d'achever, on se trouve devant une situation où, par exemple, à Dakar, les résultats publiés sont contestés, et on va y revenir tout à l'heure, pour des raisons diverses. À Touba, pour une autre raison, par exemple, dans la diaspora, à Abidjan, par exemple, les résultats sont contestés. À Paris, on a constaté une très grosse lenteur dans l'exécution du vote, du fait de l'affluence et du fait des conditions dans lesquelles cette élection était organisée. Donc, ces différentes raisons-là, elles peuvent paraître minimes pour le commun des mortels, mais pour l'acteur politique, ce n'est pas le cas. Un fait qui peut paraître anodin pour El Dam peut générer une situation extrêmement grave pour un acteur politique parce que c'est une situation qui le prive d'un certain nombre de voix et ce certain nombre de voix supposées lui avoir été privées peut impacter son score. Ça peut le priver d'un siège de député comme ça peut lui permettre d'en engranger un de plus. Donc c'est pourquoi en politique, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau, ils ne se font pas de cadeau à l'issue du scrutin. Avant, ce sont des discussions, le gouvernement a le dernier mot. Pendant le scrutin, dans cette deuxième phase-là, il y a une procédure qui va suivre et cette procédure-là, c'est la procédure de publication des résultats qui, si elle ne donne pas satisfaction à chacune des listes ou à chacun des candidats, elle est à mesure de pouvoir ester en justice en faisant ce que l'on appelle une contestation du résultat, c'est-à-dire un appel. Donc voilà comment on pourrait éventuellement résumer cette deuxième phase-là, qui est une phase extrêmement importante, qui a lieu en une seule journée, sur tout l'étendue du territoire et dans la diaspora, où tout le monde vote en même temps. Le constat que l'on fait cette année, c'est que ça s'est passé dans des conditions extrêmement difficiles. Je vous parlais de difficultés au niveau de Dakar. À Dakar, par exemple, on a vu que le vote a paru normalement se dérouler, à quelques exceptions près. Mais le vote à Dakar, pour la liste de Taxawu Dakar, pour eux, cette opération a été entachée de grosses irrégularités. Nous verrons cela dans la phase suivante, la troisième phase, où on va examiner les opérations post-électorales. Parce que c'est à ce niveau-là que les recours, les réclamations et autres vont être portés. Il en est de même pour Touba aussi, où le Benno Bokk Yakaar estime qu'il a été lésé parce que des bureaux installés ont été saccagés par des acteurs que eux présentent comme étant ceux de la partie adverse. Bon, ce qui reste à vérifier, ça, ce n'est pas de notre ressort, c'est le ressort des juges, des tribunaux qui vont chercher à expliquer ces situations avec la police et la gendarmerie, à apporter les preuves de ces allégations. À Abidjan, c'est un autre problème, où il y a eu des absences de représentants de bureaux de vote et puis même du matériel électoral qui n'était pas disponible. Donc quand même, souvenons-nous qu'à Abidjan, à la dernière élection de 2012, il y avait plus de 12 000 électeurs inscrits. Donc si on prive 12 000 électeurs de pouvoir s'exprimer, il est évident qu'on influence d'une certaine manière le résultat du scrutin. Et ça aussi, c'est une véritable question qu'il faut se poser et on verra les conséquences de cela dans la troisième partie au cours de laquelle on va évoquer les questions post-électorales.
Voilà donc pour résumer cette deuxième partie. On a vu la première partie qui consistait qui se résumait en des discussions entre les différents acteurs, des accords trouvés qui entraînent des modifications sur le code électoral, des aménagements du code. On se fixe des délais pour dire à telle date comment on votera. Donc du coup, on sait à quelle date on doit déposer, à quelle date si on dépose on est en retard, dans quelles conditions on doit déposer, quelles sont les pièces qui sont exigées. Puis arrive maintenant le jour du vote où tout le monde vient en principe avec sa carte d'électeur pour voter. Mais cette fois-ci, ça a été, comme je l'ai dit, assez chaotique quand même, parce qu'au lieu de faire une opération, certains étaient obligés d'en faire deux, et d'autres, du fait de la multiplication des opérations, n'ont pas pu voter. Parce que ce jour-là, c'est un jour de vote, pas un jour de retrait de carte, pas un jour pour chercher son bureau. Et le cumul de ces choses a fait que certaines personnes n'ont pas pu voter. Donc c'est pourquoi, pour cette année 2017, on peut considérer que l'élection du 30 juillet a été vraiment chaotique. Pour ce qui me concerne, je suis des élections au Sénégal depuis 1978. 1978, à ce jour, je dois vous dire que dans ce que j'ai vu et ce à quoi j'ai assisté entre 1993, parce que c'est à cette époque-là qu'on a commencé à voter ici en France, que c'est l'élection la moins bien organisée pour plusieurs raisons. On y reviendra tout à l'heure. Alors, El Hadj Dame, tout à l'heure, je te disais que c'est une phase qui est une phase cruciale. C'est la phase qui permet à une coalition de listes, à une liste ou à des candidats indépendants de pouvoir être élus ou d'être éliminés et d'attendre encore 5 ans. Parce que le mandat de député chez nous, il dure 5 ans. Si on rate cette phase-là, ça voudrait dire que si on n'est pas élu, bon, the game is over, le jeu sera terminé et il faudra attendre 5 ans pour pouvoir à nouveau prétendre représenter le peuple à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi aussi c'est une phase où les acteurs politiques, les listes, les coalitions de listes, les partis politiques ou les candidats indépendants ne se font pas de cadeaux. Pendant le scrutin, chaque liste est représentée dans chaque bureau de vote. Et puis, il y a un représentant de la Sénat et un représentant de l'administration qui siègent donc dans ces bureaux de vote-là. C'est ce qu'on appelle, il y a des assesseurs, puis avec tous les représentants de candidats ou de listes de candidats qui, eux, vont constituer ce que l'on appelle les membres du bureau de vote. Par exemple, vous pouvez imaginer pour cette année où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 47 listes qui ont été validées. Donc, c'est la difficulté qu'on a voulu démontrer la dernière fois pour montrer qu'en France, ça allait être impossible à tenir. Ce vote-là n'allait pas pouvoir se dérouler parce que ici, les bureaux de vote qui sont ouverts ici en France, ce sont des box où tout au plus 3, 4, voire 5 personnes, au plus 6 personnes pourraient éventuellement siéger. Donc, ça voudrait dire que si on reprend les représentants de l'État, les représentants des administrations en charge de gérer les élections, s'ils s'installent, il y a quasiment presque plus de 2, 3, voire 4 places au mieux pour les listes de candidats. Donc déjà, ça, c'est une entrave au code électoral. On empêche à certains candidats présents pour la compétition de pouvoir être représentés dans le bureau électoral et de suivre cette opération qui est d'une importance capitale. Donc, ça, c'est un premier élément. Il y a l'autre élément qui consiste à la disponibilité de tout le matériel électoral. Le matériel électoral, c'est l'urne dans laquelle une urne où nous allons glisser notre enveloppe. L'urne doit être présente, disponible et également fermée. Ça, les représentants des candidats et les autres vérifient cela. Il y a ensuite les listes d'émargement. C'est les listes sur lesquelles nous tous, nos noms, puisque nous sommes inscrits sur les listes électorales, doivent y figurer. Et donc, à ce niveau-là, c'est aussi extrêmement important que tous les candidats, les représentants de listes ou les représentants de coalition ou les représentants de partis indépendants, de candidatures indépendantes, puissent disposer de listes. Vous imaginez un peu la lourdeur. 47 représentants. C'était extrêmement difficile. Donc, toujours dans cette phase du vote, maintenant, il y a la vérification des pièces. Lorsque chaque individu arrive, il y a la vérification pour voir si effectivement Pape Biram figure sur la liste des électeurs qui doivent, en principe, voter dans ce bureau de vote-ci et pas dans un autre.
etc. Donc ces vérifications étant faites, on permet aux électeurs maintenant de pouvoir procéder à leur vote. Ici, il faut reconnaître que pour cette fois-ci, compte tenu du nombre extrêmement important de listes, les partis politiques et le gouvernement se sont mis à un moment donné d'accord pour dire qu'il sera possible de prendre au minimum 5 bulletins et de pouvoir y aller. Ça, il faut le reconnaître, ça a posé quand même un gros problème parce que la question de la confidentialité n'est plus totale, elle est partielle. Même si en prenant plusieurs bulletins, on sait il y a une partie quand même confidentielle, mais la confidence n'est pas totale parce qu'on sait qu'il y a des bulletins qu'on a laissés sur place. C'est très simple. Pour ce qui me concerne, j'ai pris toutes les 47 feuilles. Tous les 47 bulletins de vote, je les ai ramassés. Personne n'a pu me dire qu'il a laissé ci, il a laissé ça. Personne ne peut savoir pour qui j'ai voté, à part moi-même. Alors, donc, cet aspect-là, ça a été l'objet d'une polémique relativement longue au cours de laquelle nous avons essayé d'expliquer aux gens comment il aurait fallu procéder pour éviter ça. Maintenant, tout cela est derrière nous et je pense que dans les propositions d'amélioration de système et autres, que l'on verra tout à l'heure, on y parviendra en prenant en compte tout ce qui a été dit par les acteurs politiques eux-mêmes et aussi par les acteurs de la société civile et les populations qui se sont aussi exprimées par rapport à ça. Alors, à l'issue du vote, lorsque les citoyens se sont exprimés par leur vote, en fin de journée, chaque président de bureau de vote fait un décompte du score. Bureau de vote numéro 1, par exemple, centre tel, bureau de vote numéro 1, nombre d'électeurs inscrits 600 électeurs, votants 400, bulletin nul 3 et suffrage valablement exprimé 393 ont obtenu. Et on énumère les listes. À chaque liste, on lui donne le nombre de bulletins qui lui a été favorablement accordé. Et à l'issue de cela, il y a un résultat qui est le résultat du bureau de vote, qui lui est publié par le président du bureau de vote. Et en principe, le code prévoit qu'il doit être affiché devant le bureau. Donc, à l'issue de cela, il y a un PV qui montre donc ce décompte dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est affiché devant le bureau de vote. Tout le monde peut le voir. On peut aujourd'hui les prendre en photo et les envoyer sur le net, par exemple. C'est ce qui fait que d'ailleurs, vous entendez très souvent les gens dire que même si bureau de vote, ça va gagner. Alors ça, j'ouvre juste une petite parenthèse pour dire que ce n'est pas un indicateur assez important. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être inscrit dans un bureau de vote parce que vous vous appelez, par exemple, Ndiaye, Diop, Koli, Sen ou Sow. Vous votez dans un bureau alors que votre épouse et vos enfants sont dans le bureau à côté. Dans ce bureau-là, puisqu'il y avait d'autres personnes qui avaient un autre nom, ils votent parce qu'ils sont plus nombreux que vous et vous perdez dans ce bureau de vote. Le bureau de vote n'est pas une indication fiable. C'est par contre le centre de vote. Parce que le centre de vote, c'est un secteur, c'est un endroit où habite la personne, et de manière plus élargie dans la commune, dans le département, etc., etc. Mais le bureau de vote, souvent on le dit, c'est pour faire, comme vous dites, le buzz, mais ça n'a pas une grande importance dans l'indication de la chose. Alors, bureau de vote par bureau de vote, le résultat est publié, affiché devant, et le président du centre de vote fait le cumul des résultats bureau par bureau et publie le résultat provisoire, encore une fois, le caractère provisoire est important, le résultat provisoire du centre de vote, par exemple, de Paris. Et tous ces résultats-là remontent vers la cour d'appel vers la cour d'appel qui, en fait, est chargée maintenant de faire la publication des résultats provisoires. Donc ça concerne maintenant la période électorale. Elle s'arrête à la publication des résultats provisoires sortis des urnes le soir avant l'élection. Mais nous pouvons constater que pour ce scrutin-là en particulier, il y a eu extrêmement de difficultés. Des difficultés partout dans le monde, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. En commençant par l'extérieur du pays, par Paris où nous vivons, tout le monde a vu qu'il y a eu une affluence telle et il n'a pas été possible pour tout le monde de pouvoir voter. C'est dû à plusieurs choses et on le verra. Par exemple, le lieu.
Hein. Le palais des congrès de Montreuil, c'est dans la ville quasiment, avec une affluence, une circulation qui gêne comparée à la plaine Saint-Denis où on vote depuis 1993. Revenir au palais des congrès, ça a été une parenthèse, mais le lieu le mieux indiqué, c'était de l'autre côté, la plaine Saint-Denis, où c'est immense, c'est vaste, on est un peu isolé, où on peut véritablement se livrer à cette opération électorale-là relativement facilement. Donc, le lieu, ça a posé problème. Et puis, deuxième chose, ici, il y a eu la complication du fait que les gens n'avaient pas tous reçu leur carte d'électeur. Ça a été un gros problème. Et se retrouver entouré et encerclé de CRS pour pouvoir exprimer son choix électoral, ça a été quand même assez déstabilisant, gênant pour certains. Et, sans compter maintenant l'énervement du fait des lenteurs qu'on a pu noter. Parce que le jour du vote, ce n'est pas un jour pour retirer son bulletin de vote, ce n'est pas sa carte d'électeur, encore moins sa carte d'identité. Le jour du vote, c'est le jour du scrutin où il y a en principe qu'une seule opération à effectuer, c'est de venir, de voter et de partir. Je pense que ça fera partie des points à examiner. À la suite de cela, on a constaté à Abidjan, toujours pour l'extérieur, qu'à Abidjan, il y a eu donc à Abidjan un manque de bulletins disponibles et aussi des soupçons de gêne de l'opération électorale de la part des autorités en place qui ont même à un moment donné été pris en partie. Ce qui est extrêmement gênant et je pense que les autorités devront tirer les leçons de cette situation-là et voir la meilleure conduite à tenir pour Abidjan. Parce que quand même, à Abidjan, à la dernière élection de 2012, il y avait plus de 12 000 électeurs qui étaient inscrits à Abidjan. 12 000 électeurs, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est susceptible d'influencer dans un sens ou dans un autre le résultat d'un scrutin. En dehors d'Abidjan, il y a maintenant l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, les problèmes sont divers. À certains endroits, ce sont des problèmes liés à la disponibilité des bulletins, d'autres fois à la disponibilité des cartes d'électeurs et cartes d'identité, dans d'autres cas encore, même à la disponibilité des espaces, c'est-à-dire les lieux ou les bureaux de vote. Dans certains cas, cela n'était pas possible d'accéder dans des endroits où il allait être possible de pouvoir voter dans des conditions sereines. Ce fut le cas à Touba, où les bureaux de vote n'étaient pas disponibles parce que emportés par le vent, et puis il paraît saccagés aussi une fois réinstallés par d'autres acteurs qui sont venus se mêler dans cette situation. Et donc, en dehors de Touba, il y a Dakar, Dakar, lui, pose un autre problème. C'est-à-dire que des personnes qui, théoriquement, ne pouvaient pas voter, dans certains endroits, y ont voté avec des mandats. Le code électoral, ce qui est donc le registre sur lequel est consignée la réglementation qui régit l'organisation du scrutin, prévoit des mandats. Depuis le code électoral de 1992, de février 1992, il était prévu que certains acteurs, certains citoyens pouvaient voter avec des mandats. Et ils étaient énumérés. Il y a eu, souvenons-nous, que lors de la dernière élection, avant le départ de Maître Abdoulaye Wade, il a été permis aux militaires et aux paramilitaires de pouvoir voter. Et il était prévu qu'ils votaient une semaine avant les civils. Et à cette élection, cette disposition a été enlevée. Les militaires et les paramilitaires votent en même temps que nous. Et il n'a pas été repris dans la nouvelle disposition du code électoral, cette disposition ancienne qui faisait que les militaires et les paramilitaires pouvaient voter quand ils sont en déplacement. Ici, donc, c'est une question de mandat. C'est la question du mandat qui pose problème à Dakar. Et là aussi, on parle de 7000 électeurs qui se sont exprimés dans Dakar, où il y a quand même un enjeu colossal, où les gens se sont exprimés avec des mandats, et ces mandats-là sont estimés à peu près à 7000 d'après la liste qui conteste. Et je pense aussi que c'est un chiffre considérable que le Conseil constitutionnel, qui va se charger de gérer les contestations, devra véritablement prendre en charge et examiner cette question-là très, très sérieusement. Voilà donc pour résumer cette phase qui est la phase du scrutin, qui a lieu donc à la fin de la campagne, à la fin de la première phase qui est la phase
préélectorale et qui débute par une campagne électorale qui aura duré 21 jours et qui maintenant suit cette phase de campagne électorale où les acteurs ont pu présenter leurs produits ou en tout cas leur offre politique aux différents citoyens qui ont pu donc avoir une information beaucoup plus large par rapport à l'offre politique qui leur est faite pour maintenant pouvoir, en toute connaissance de cause, pouvoir choisir l'une ou l'autre des offres. Voilà, et à l'issue maintenant de ces résultats qui vont être publiés de manière provisoire par la Cour d'appel, à Dakar, c'est la Cour d'appel de Dakar, qui publie les résultats et qui donne, en fonction des résultats provisoires publiés par chaque centre de vote, le tout cumulé dans la Cour d'appel, et c'est ce résultat-là qui est considéré comme étant un résultat provisoire qui est envoyé à tout le monde. Et ceux qui ne sont pas satisfaits par les résultats qu'ils ont obtenus peuvent maintenant former un recours une fois que le Conseil constitutionnel recevra ces demandes-là, ces publications de résultats avant de les rendre définitifs. Il y a donc des délais de 3 jours après le scrutin, la Cour d'appel publie. Dans les 5 jours, le Conseil constitutionnel devra publier et entre-temps, les recours peuvent être formés et s'il y a des recours qui sont formés, à ce moment-là, les parties adverses ont un temps pour réagir par rapport au mémorandum que le greffe du Conseil constitutionnel leur transmet pour qu'ils recueillent aussi leur avis avant de pouvoir rendre une décision. Voilà globalement cette deuxième phase-là qui est quand même une phase extrêmement importante, comment elle se passe et comme il est permis à tout le monde de pouvoir y accéder, de pouvoir voir ce qui se passe. C'est à l'issue de cette période que chacune des parties se fait déjà une idée.